Internet, aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 de la fameuse disparition de Maura Murray. Je suis pas fan d'habitude des parties 1, 2, des fois ça peut se ramasser à 7, 8, puis je trouve ça toujours trop. J'aime mieux faire une très longue vidéo que 8 parties différentes. Mais des fois c'est nécessaire, comme dans ce cas-ci. Je pense vraiment que j'avais mal fait mon travail dans la partie 1 parce qu'il y a tellement d'informations que j'ai pas dit, parce que ça fait environ 2 mois que j'ai commencé à écouter les podcasts qui s'appellent Missing Maura Murray. Et c'est vraiment fou. Je le recommande beaucoup. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Si tu parles bien anglais, je te les recommande beaucoup. Moi, j'écoute ça genre le matin dans mon auto. Quand tu n'as pas envie d'écouter de la grosse musique boum, boum, boum là, dans l'auto, ben, c'est vraiment intéressant d'écouter des podcasts. Je l'écoute le matin, dans l'auto, le retour, quand je fais la vaisselle, quand je prends ma douche. Je suis rendue genre obsédée par les podcasts de Maura Murray, donc par l'histoire également. Donc, c'est vraiment facile. Je les prends sur Balados. Puis... regardez comment, je sais pas si vous voyez, là, mais il y en a tellement, là. Ça c'est tout, vous voyez les années, en tout cas. Là, je suis rendue à l'épisode 31, puis je vous le dis, je fais juste ça de ma vie, écouter des podcasts, puis il y en a 68, puis j'ai vu que la semaine passée, ils en ont publié un nouveau. Fait que je pense qu'il y a plein d'informations peut-être que je vais pas dire. Si je vois nécessaire de faire une partie 3, j'en ferai une, genre après avoir écouté tous les podcasts. Mais d'après moi, je vous dis l'essentiel parce qu'au final, Maura Murray n'est pas retrouvée encore. Fait que, tu sais, il n'y a pas tellement d'informations nouvelles qui peuvent sortir jusqu'à temps qu'on la retrouve. C'est comme obligatoire que tu vois la partie 1 avant de regarder la partie 2 parce que, ben, toute son histoire, je la répéterai pas. Si tu t'en rappelles pas vraiment, regarde la partie 1 une autre fois parce que, comme j'ai dit, là, je vais juste comme ajouter des nouvelles informations. Fait que tout ce que j'ai dit dans la partie 1, j'en reparlerai pas vraiment. Allez vous chercher un petit snack, un café, un thé, du popcorn. Ouais, non, peut-être pas, mais allez vous chercher quelque chose à manger parce que ça va être une longue vidéo. Restez là. Donc, pour commencer, il y a quelque chose que j'ai pas vraiment parlé, j'ai vraiment juste comme effleuré le sujet, c'est qu'on croit que Maura Murray avait peut-être des problèmes psychologiques par rapport à tout ce qui s'est passé un peu avant sa disparition. Elle avait des comportements assez autodestructeurs. Ça a été comme confirmé que Maura Murray avait des problèmes de boulimie. Quand elle soupait avec ses parents, il disait genre pourquoi tu manges si tu vas aller le revomir plus tard. Fait que donc ça c'est confirmé. Maura Murray avait des problèmes d'alimentation. Et aussi pourquoi on pense qu'elle pourrait être peut-être bipolaire ou schizophrène ou des problèmes mentaux comme ça. Je suis pas experte en maladie mentale. Mais on sait que Maura Murray, c'est comme j'ai dit, elle voulait comme s'auto-détruire. Par exemple, avant d'aller à l'université UMass, University of Massachusetts, donc UMass qu'ils disent, elle allait à l'université West Point, qui est une université militaire, et elle étudiait pour être ingénieure chimiste ou quelque chose comme ça, je suis pas sûre. En fait, elle s'est fait renvoyer de l'université. Elle allait se faire renvoyer, mais elle a décidé de partir de son plein gré pour pas avoir les conséquences d'un renvoi d'université. Parce qu'elle avait comme trahi le code d'honneur de West Point. Et pourquoi on dit qu'elle avait été contre le code d'honneur de l'université? C'est parce qu'elle avait été arrêtée pour avoir volé du maquillage. Et on s'entend que Maura Murray, elle avait les moyens, ses parents n'étaient pas pauvres du tout. C'était une famille de la classe moyenne, même moyenne élevée. Fait que c'était pas des problèmes d'argent qui l'ont poussée à voler du maquillage. Donc, pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Peut-être qu'elle n'était pas heureuse à West Point. C'était pas une université faite pour elle. Donc, tu sais, toute la mentalité militaire et tout, c'était peut-être pas fait pour elle. Mais le fait est qu'elle a volé du maquillage. Et ce comportement-là, ça lui ressemblait pas du tout. Et aussi, comme on le sait déjà, à l'université de UMass, elle s'est fait arrêter pour fraude de carte de crédit. Et là, tout le monde a mentionné cette photo-là. Quand elle s'est fait arrêter, les policiers de l'université, c'était pas, je pense que c'est pas des policiers officiels, mais ils ont pris une photo d'elle dans le corridor, là, juste pour dire, regarde, ça c'est un avertissement, si tu voles encore ou s'il y a quelque chose comme ça qui se passe, tu vas être renvoyé. Et cette photo-là, les gens sur Internet disent qu'elle est vraiment effrayante, que c'est vrai, quand tu regardes les photos de Maura Murray, puis tu regardes cette photo-là, on dirait qu'elle est comme possédée, on dirait que c'est une toute autre personne. Fait qu'on pourrait penser peut-être qu'elle était bipolaire, qu'elle avait des manies, que... je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, on va revenir à la soirée du 5 février, donc 4 jours avant sa disparition, quand Maura
elle a eu comme une sorte de breakdown au travail. On dit qu'elle a eu cette sorte d'épisode à cause qu'elle avait parlé à sa sœur au téléphone, puis que sa sœur, il y avait des problèmes dans sa relation. Bref, cette histoire-là n'est pas confirmée à 100%. C'est ce qu'on en a déduit. Sa superviseure, quand elle a vu Maura Murray la soirée du 5 février, quand elle était en train de travailler, elle a dit « C'était fou, je voulais l'envoyer chez une psychologue. Elle voulait même pas la laisser seule dans son dortoir. » Puis Maura Murray a dit « Ça va, genre je suis correcte, j'ai une roommate, j'ai un colocataire dans mon dortoir. » Ce qui est complètement faux. Elle n'avait personne avec elle cette soirée. Elle n'avait pas de roommate, de colocataire. Donc, elle a dit ça, j'imagine, à sa superviseure pour qu'elle la laisse tranquille. Mais c'était un épisode, là, genre, sa superviseure lui posait des questions, puis elle répondait même pas. Elle était en sorte de panique, puis la superviseure lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis elle a juste dit « Ah, c'est ma sœur. » Ça, c'est vraiment pas confirmé à 100% qu'elle a parlé à sa sœur cette soirée-là. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé qui pourrait vraiment tout expliquer sa disparition. Je trouve ça tellement intéressant. Il n'y a aucune preuve de cette théorie-là. Comme je vous dis, c'est des théories de l'Internet, mais je trouve ça super intéressant, puis ça pourrait expliquer beaucoup d'affaires si c'est vrai. Donc, pendant que Maura était à son shift, je pense que c'était un shift de 8 heures, elle finissait à 1 heure du matin environ. Donc, à minuit 20, pendant que Maura était au travail, il y a un étudiant de UMass, de l'université, qui a été victime d'un hit and run. Donc, un hit and run, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand tu te fais frapper par une voiture, soit tu es à pied, soit tu es en voiture, tu te fais frapper et la voiture part pour ne pas se faire arrêter. Donc, un élève de UMass du nom de Petrit Vassi, le 5 février, il a été victime d'un hit and run à minuit 20. Et il s'est fait frapper par une voiture à 3-4 minutes dans l'endroit où Maura travaillait. Ça a été vraiment un accident très grave. Il est tombé dans le coma pendant, je pense que plusieurs mois ou plusieurs semaines. Et encore aujourd'hui, il souffre des séquelles que l'accident a provoqué chez lui. Fait que ça a été quand même un gros accident. Lui, il ne se rappelle pas de rien de cette soirée-là, même qu'il est fâché quand les gens y en parlent parce qu'il veut juste comme passer à autre chose, le Patrick Vassi. Mais il se rappelle de rien, puis bon, comme je dis, il n'y a vraiment pas de preuve que ce soit Maura qui l'aurait frappé. Mais il y en a qui pensent que peut-être que vers minuit et quart, minuit et 20, elle est sortie juste, c'était sa pause, 15 minutes de pause, elle est sortie s'acheter un café au dépanneur du coin ou peu importe, et en voiture, elle aurait frappé Petrit Vassi. Fait que ça pourrait expliquer un peu son breakdown. Donc, je viens juste de frapper quelqu'un, je suis en état de choc, je suis de retour à mon travail, on me demande ce qui va pas, je réponds pas, je suis dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire, je viens juste de tuer quelqu'un. Si c'est Maura Murray qui l'a fait, peut-être qu'elle pensait qu'elle l'avait tué, elle pensait pas qu'elle allait s'en sortir, peut-être que je viens de tuer quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire, ma voiture, bon. Bref. Comme j'ai dit, c'est pas confirmé à 100%, mais pourquoi on pense que ça serait elle? Écoutez bien ça. Donc, on se rappelle que le 7 février, donc la fin de semaine avant sa disparition, le père de Maura, Fred Murray, est allé à UMass, donc à l'université, pour aller voir Maura, pour aller la visiter, dans le but d'acheter une nouvelle voiture. Mais on s'entend que la voiture de Maura avait juste 8 ans, ce qui n'est pas si vieux. C'est une auto très bien pour une étudiante de 20 ans. On a tous eu des vieilles voitures qui fonctionnaient plus ou moins, mais pour un étudiant, c'est assez bien. Et le père disait non, la voiture de Maura ne fonctionnait plus du tout. Elle allait pas bien ni rien. Mais on s'entend que Maura a conduit avec sa propre voiture jusqu'à New Hampshire. Okay? Elle a fait une bonne distance avec sa voiture. Fait qu'elle ne devait pas aller si mal que ça. Et de toute façon, tous les amis de Maura, tout son entourage dit ben non, sa voiture allait très bien. Elle s'est jamais plainte de bris ou de quelque chose qui allait mal sur sa voiture. Mais là, le père de Maura Murray, lui, il dit qu'il est descendu cette fin de semaine-là pour y acheter une nouvelle auto le plus vite possible parce que son auto allait mal. Pourquoi il aurait voulu lui acheter une nouvelle voiture? Peut-être que c'était pour vendre l'auto de Maura, lui en acheter une nouvelle parce qu'il y avait des preuves qu'elle avait frappé quelqu'un. Peut-être des traces de sang, peut-être une voiture endommagée, bref. Et rappelez-vous, la soirée du 7 janvier, donc son père venait juste d'arriver à UMass, il la visitait et lui, il restait dans un petit hôtel pas très loin. Cette soirée-là, Maura est allée à une fête et son père lui a prêté son auto neuve. Plein de questions par rapport à ça. Tu vas visiter ta fille, mais elle te laisse dans ta chambre d'hôtel cette soirée-là pour aller à une fête. Bon, peu importe. Pourquoi tu lui prêtes ton auto neuve? Elle a une auto qui marche
relativement bien. Donc, pourquoi elle ne prend pas sa propre auto? Pourquoi elle prend ton auto neuve? Est-ce que c'est parce que l'auto de Maura était endommagée avec des traces de sang et tout? On ne sait pas. Bon, tu lui prêtes ton auto, tu sais qu'elle s'en va à une fête. Et on sait que Fred Murray, il a acheté de l'alcool à Maura qui était mineure, elle avait 20 ans, peu importe, elle ne pouvait pas s'acheter des bouteilles de vodka toute seule. Fait que c'est lui qui est allé avec la soirée avant la fête, sont allés souper avec une amie de Maura. Sont allés acheter de l'alcool. C'est Fred qui a acheté l'alcool pour ses filles. Fait qu'il savait que Maura allait boire cette soirée-là. Pourquoi tu lui prêtes ta voiture si tu sais que ta fille va boire? Il lui prête sa voiture, est allé à la fête et elle a quitté la fête à 2h30 pour retourner la voiture de son père à l'hôtel, qui partait beaucoup plus tard le lendemain. T'es Maura Murray, tu prends l'auto, tu bois de l'alcool. T'es déjà sur le campus ou t'as un dortoir. Pourquoi elle n'est pas restée couchée sur le campus si elle arrivait d'une fête, si elle était probablement saoule? Pourquoi? Quelle urgence d'aller reporter l'auto à ton père cette soirée-là? Mais non, elle est allée avec l'auto de son père à la fête. 2h30, elle repart pour aller dormir dans la chambre d'hôtel avec son père. Il y a beaucoup de questions. Fait qu'on a des bonnes raisons de penser que peut-être que Maura aurait frappé Patrick Vassy et elle se serait enfuie parce qu'elle s'est dit, bien, il est mort, on va découvrir que c'est moi qui l'ai fait, je vais être dans la merde toute ma vie, je laisse tout derrière moi et je m'enfuis refaire ma vie ailleurs. On pourrait croire qu'avant de refaire sa vie ailleurs, peut-être que Maura aurait comme planifié son accident du 9 février. On se rappelle qu'elle a frappé un arbre et elle a quitté le lieu du crime ou on ne l'a plus jamais revu sur le lieu du crime. Donc, est-ce que peut-être que cet accident-là était planifié de A à Z? Pourquoi on pense ça? Peut-être qu'elle aurait frappé son auto avant de s'enfuir pour refaire sa vie ailleurs pour cacher les traces de son accident, de son hit and run avec Patrick Vassy. Donc, en frappant sa voiture, les gens disent « Bon, bien, les dommages sur son auto sont causés par l'accident et non par un hit and run. » Donc, elle ne met personne dans la merde, ni des membres de sa famille, ni personne. Une autre affaire, quand Maura a fait son accident du 9 février, son pare-brise était brisé. Comme si quelque chose avait frappé le pare-brise. Mais c'est assez haut qu'on ne pense pas que ce soit Maura qui aurait frappé le pare-brise avec sa tête parce que, de un, Maura n'est pas assez grande. Il aurait fallu vraiment qu'elle sorte de son auto quasiment pour frapper le pare-brise. Mais on se rappelle que les témoins qui ont vu Maura cette soirée-là, ils disent qu'elle n'était pas en sang, il n'y avait aucun sang, elle n'était pas blessée, elle était très bien. A school bus driver stops to help her. I just asked her how she was. She said she was shaken up. I couldn't see any blood on her face. And she was shaking like this. I says, okay, I'm going to go call the police. Et aussi, on se rappelle que les sacs gonflables de l'auto sont sortis. Fait que le sac gonflable, ça t'empêche de frapper justement le pare-brise. Fait que c'est presque impossible qu'elle aurait frappé le pare-brise elle-même. Et aussi, elle a frappé un banc-neige. C'est le devant de ta voiture qui s'abîme et non le pare-brise en haut dans le coin. Fait qu'on pense que peut-être que le trou dans le pare-brise, ça serait peut-être quelqu'un d'autre qui l'aurait frappé, peut-être Patrick Vassy. Ça a vraiment du sens, cette théorie-là, moi je trouve. Et en pensant que son accident du 9 février était planifié, peut-être que son accident du 7 février avec la voiture de son père était comme un essai-erreur. Parce que OK, elle conduisait, bon, peut-être qu'elle était en état d'ébriété, mais elle conduisait et dans une rue en T, comme ça. Fait qu'elle conduisait comme ça, fait qu'il fallait qu'elle tourne absolument, mais elle a frappé la rambarde au bout de la rue, comme ça. Donc peut-être qu'elle a fait un essai-erreur comme elle voulait s'enfuir cette soirée-là, mais les policiers sont arrivés très vite. Elle n'a pas pu s'enfuir le 7 février, fait qu'elle a dit « je vais le refaire dans 2 jours ». Mais aussi, le 9 février, la soirée de l'accident ultime, il y a quelques voisins qui l'ont vu avant de frapper le banc de neige, ils l'ont vu accélérer. Donc, quand tu vois que tu vas faire un accident, tu essaies de freiner, mais eux, ils l'ont vu accélérer comme pour faire une collision. Et si on pense que Maura Murray aurait planifié son évasion, qu'elle serait encore en vie ailleurs dans le monde, on pense que peut-être que son père, Fred Murray, l'aurait aidé. Parce qu'avant d'aller la visiter à UMass le 7 février, donc 2 jours avant son accident, on sait que Fred Murray a retiré 4 000 $ dans 8 différents ATM, des guichets automatiques. OK. Donc, premièrement, c'est aussi plein de questions. Fred Murray était vraiment pas riche. Je pense qu'il était même sur le point de perdre sa maison. Il habitait dans un hôtel, une chambre d'hôtel. Il n'y avait pas énormément d'argent pour retirer 4 000 $ comme ça d'une shot.
Deuxièmement, c'est un samedi, les banques sont fermées. Si tu as besoin de 4 000 $ quand même bientôt, mais tu attends au lundi, tu vas à la banque avec un commis et tu retires ton argent sans problème. Mais on peut penser qu'il y avait besoin de 4 000 $ d'une manière urgente. Donc, ça expliquerait pourquoi il serait allé dans 8 guichets automatiques. Parce que je vous rappelle que quand tu vas au guichet, ça dépend des banques, mais lui, il pouvait juste retirer comme 200 $ à la fois. Fait que c'est pour ça qu'il serait allé dans 8 différents pour retirer 200 $, 200 $, 200 $. Pourquoi 4 000 $ exactement et pourquoi ce sentiment d'urgence? Peut-être que, justement, Maura devait s'enfuir au plus vite à cause de l'accident qu'elle avait provoqué. Il dit, je vais aller retirer de l'argent pour te le donner, pour que tu t'en ailles. Encore plus bizarre, cet argent-là, Fred Murray, il l'a gardé finalement. Fait qu'il s'en est même pas servi. Il y en a qui disent, il aurait-il de l'argent pour justement acheter la nouvelle voiture? Mais quand tu fais affaire avec un concessionnaire, tu peux écrire un chèque, tu peux faire un chèque, il n'y avait pas besoin de payer cash. Où il dit, regarde, je te fais un dépôt de tant d'argent et 200 $ et lundi, je t'envoie le reste. Peu importe. Mais le plus bizarre, c'est pourquoi Fred Murray a retiré cet argent-là dans un sentiment d'urgence, puis finalement, il s'en est même pas servi. Fred Murray, le père de Maura, c'est vraiment un personnage important dans la disparition de sa fille. Moi, je pense pas qu'il lui ait rien fait du tout. Ça a l'air vraiment d'un bon homme. Il adore sa fille. Il est vraiment détruit par la disparition. Mais il y a un comportement assez bizarre par rapport à la disparition. Il y a un fameux James Renner qui est très connu, qui a écrit un livre justement sur la disparition de Maura Murray. Il y a un blog, je pense que c'est le plus investi dans la disparition, puis il n'y a aucun lien avec Maura Murray. C'est juste un homme qui est devenu obsédé par son histoire. C'est un ancien journaliste, très legit, là. Et il a contacté Fred Murray à plusieurs reprises et Fred Murray ne veut pas lui parler. Mais quand quelqu'un, je ne sais pas, en tant que parent d'une personne disparue, tu veux que son histoire soit résolue, tu veux qu'elle soit vraiment médiatisée, que le plus de monde possible connaisse l'histoire, surtout une dizaine d'années après. Fait que pourquoi Fred Murray, il a tout fait pour empêcher la publication du livre de James Renner. Je pense même qu'il l'a poursuivi. Puis il n'y avait rien. James Renner, au départ, il disait rien contre le père de Maura. Donc, lui, il veut juste aider à résoudre l'affaire de Maura Murray. Et aussi, quand Fred Murray est interrogé sur les jours avant la disparition de Maura, parce qu'elle a eu plusieurs comportements étranges. Je vous rappelle qu'elle a pacté sa chambre. Elle a tout mis des éléments de son dortoir dans des boîtes. Le truc qu'elle a pleuré au travail, les vols qu'elle a fait, fraude de carte de crédit et tout. Donc, il y a eu l'accident qu'elle a fait le 16 février avec l'auto de son père. Il y a plein de comportements super étranges que Maura, elle avait fait cette soirée-là. Et quand Fred Murray est interrogé sur les jours avant la disparition de Maura, il dit « C'est pas important ce qui est arrivé avant, le plus important, c'est de retrouver ma fille. » Mais quand tu fais une enquête sur une personne disparue, il faut vraiment que tu regardes tout l'ensemble autour de cette personne-là pour savoir qui le fait, pourquoi et tout. Mais Fred Murray, non, il veut rien savoir de ça. Et on se rappelle que Fred Murray, il voulait pas parler aux détectives et aux policiers pendant 2 ans. Il voulait rien leur dire. Et la fois qu'il a accepté d'être interrogé, il s'est présenté avec un avocat. Comme s'il y avait quelque chose à cacher. Un autre gros mystère qui entoure l'accident du 9 février, c'est que les policiers, quand ils ont retrouvé la voiture, ils ont trouvé qu'il y avait un chiffon, une guenille dans l'exhaust, dans le pot d'échappement. Je vais mettre une photo, c'est quoi? Parce que je ne savais pas vraiment. Ouais, ils ont retrouvé une guenille là-dedans à l'intérieur. Donc, il y a 2 versions. Il y a une version qui dit que, sur Internet, qui dit que Fred Murray, avant même que les policiers leur parlent du chiffon dans le pot d'échappement, il a dit « Surprenez pas si vous retrouvez une guenille dans le pot d'échappement. C'est moi qui ai dit à Maura de le mettre là parce qu'il y avait des problèmes avec sa voiture. » Puis il paraît que c'est comme un vieux truc de grand-mère de mettre un chiffon là pour empêcher quelconque bris de l'auto. Je suis pas vraiment au courant. Il y a une autre version qui dit que Fred Murray était vraiment pas au courant du chiffon dans l'exhaust parce que lui, il savait pas du tout. Il y a plusieurs personnes qui ont lu ça sur Internet, ce fait-là, puis qui disent non, au contraire, tu peux pas, ça aide pas du tout ton auto, ça peut être vraiment dangereux de mettre un chiffon, une guenille dans l'exhaust parce que même ça peut te tuer. Fait que c'est vraiment partagé. Il y en a plein des mécaniciens qui disent sur Internet non, au contraire, c'est vrai que c'est un truc de grand-mère, c'est une solution temporaire. Il y en a d'autres qui disent ça peut te tuer. Fait que c'est vraiment partagé, tous par rapport à le chiffon. Fait que personne ne sait pourquoi c'était là. On n'est pas sûr, même si Fred Murray le savait, si c'est lui qui lui a dit. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment
bizarre. Donc, si on pense que Maura Murray a disparu, elle s'est enfuie pour aller refaire sa vie ailleurs, ben, tu te dis, on l'aurait sûrement vue vivante depuis 12 ans. C'est presque impossible que personne au monde l'ait vue vivante si elle aurait fait sa vie ailleurs. Écoutez bien ça. Donc, il y a plusieurs gens qui croient à cette théorie-là que Maura Murray aurait refait sa vie ailleurs. Savez-vous à quel endroit elle aurait été aperçue? Nul autre endroit que la province de Québec. Je capotais quand j'ai lu ça. J'étais genre, voilà que je suis obsédée avec ce cas-là, puis elle se ramasse à Québec, la fille. C'est vraiment pas prouvé à 100%, mais les témoignages sont assez crédibles. Et on pense en fait qu'elle vivrait à Sherbrooke en ce moment. Ceux qui vivent à Sherbrooke, laissez-moi-le dans les commentaires. Et en fait, sur Topics, donc c'est un site comme Reddit, je vais vous le traduire. J'ai vu Maura Murray en vie et en santé à Sherbrooke, Québec. Je l'ai approchée et j'ai dit « Allô Maura », genre « Salut Maura ». Elle s'est retournée et elle a dit « Allô ». Ensuite, elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait et elle a eu un choc. J'ai aucun doute que c'était Maura. Quand je l'ai vue, elle était avec un beau jeune homme. Donc Maura, peut-être qu'elle a un nouveau nom. La personne lui a dit « Allô, Maura ». Elle a dit « Bonjour », mais genre après, elle s'est rendue compte que « Oups, c'est plus mon nom. Je suis genre low profile ici. Merde ». Il y a un autre homme qui a un commerce à Sherbrooke qui vend de la musique, là, des CD et un disquaire. Et Maura serait allée puis pour lui demander des informations sur un show de live music. Même que ceux qui font le podcast que j'écoute sont allés à Québec. Et ils ont rencontré ce disquaire-là. Il dit « Vous venez juste de la manquer, elle était ici hier. » C'est fou, là. Une autre femme de la Floride était dans une station d'essence en Floride et elle est sûre d'avoir vu Maura dans sa voiture à la station-service. Et quand elle a regardé les plaques de l'auto, c'était des plaques provenant du Québec. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont en Floride. C'est vraiment commun. Il y a même une communauté québécoise en Floride. Donc, est-ce que ça serait Maura? Donc, il y a au moins 5 personnes qui disent avoir vu Maura Murray à Sherbrooke, au Québec, même que sa photo a été publiée dans les journaux à Sherbrooke, des journaux étudiants et tout. La photo dans les commerces. Mais même, il y en a qui pensent qu'elle est serveuse dans un restaurant. Bref, c'est peut-être une fille qui ressemble vraiment à Maura Murray, mais en plus qu'un accent anglais, qui a de la misère à parler français, ça serait logique que ça soit elle parce que Québec, c'est pas très loin de New Hampshire, Maine, Vermont et tout. Ça serait très logique. Mais il n'y a rien de prouvé à 100%, même que, comme j'ai dit, les auteurs du podcast sont allés à Québec, à Sherbrooke. Son père est allé, James Renner sont allés, puis ils n'ont jamais rien trouvé sur Maura Murray. Mais je sais pas. Donc ça, c'est ma théorie que Maura soit encore vivante et soit heureuse à Québec. Il y a d'autres théories aussi qu'elle se serait peut-être faite tuer ou elle se serait suicidée. Peut-être qu'un homme opportuniste qui a vu qu'il y avait une jeune fille accidentée, il en a profité pour lui dire « Monte dans ma voiture » et ils sont partis et il aurait tué Maura. Les auteurs du podcast, James Renner, qui ont étudié le cas de Maura Murray de fond en comble pour faire 69-70 épisodes sur une personne, tu la connais par cœur. Là. Et eux, ils pensent que à 99% de chances que Maura est morte à l'heure qu'il est. Il y a vraiment plusieurs personnages inquiétants autour de cette histoire-là. Puis c'est ça le pire, je pense, c'est que tout le monde qui est impliqué de près ou de loin dans l'histoire, des témoins, des personnes qui la connaissaient, des personnes qui habitaient proche de où qu'elle est disparue, sont tous vraiment, vraiment louches. On va commencer avec le premier personnage étrange, c'est Billy Rauch, son ex-petite amie. Tout le monde pensait que c'était vraiment le petit ami parfait, qui ne pouvait jamais lui faire du mal, que Billy Rauch, c'était l'homme parfait, c'était un étudiant, il prenait vraiment soin d'elle. Mais 14 ans après, on se rend compte que c'est différent. On a su que les deux, pendant leur relation, Maura Murray trompait Billy et Billy la trompait. Et Maura était au courant que Billy l'avait trompée. Même qu'avant de partir, je ne sais pas si je l'ai mentionné dans la partie 1, mais elle avait tout pacté ses trucs, elle avait tout mis ses trucs de son dortoir dans des boîtes et tout. Et sur le dessus de la boîte, c'était une version imprimée, une feuille avec le email de Billy Rauch qui lui disait qu'il l'avait trompée. C'est assez fou, ça. Si ça, c'est pas pour laisser un message, là, je sais pas c'est quoi. En 2017, donc l'an passé, les deux amis qui étaient à la fête du 7 février avec Maura ont enfin parlé. Et ils ont dit que toute la soirée, Maura avait embrassé un autre homme
Et elle est partie avec lui cette soirée-là. Ils ont enquêté sur cet homme-là, puis il n'y a aucun lien avec la disparition de Maura Murray. Mais en fait, le plus bizarre dans cette histoire-là, c'est que Billy, il a su que Maura l'avait trompé cette soirée-là. Il était très fâché. Et l'an passé, Billy Rauch a perdu son emploi avec toutes les sorties d'agressions sexuelles, harcèlement et tout. Il a perdu son emploi à cause que des femmes avaient dit avoir été harcelées, violentées par Billy Rauch, qui avait un poste très important dans une compagnie. Billy Rauch était vraiment loin d'être le petit ami, l'homme parfait, parce qu'il était directeur d'une compagnie, comme j'ai dit, très connue. Et il y a une employée qui s'est plaint à la police et a été renvoyée pour agression sexuelle. Même il y a une autre femme qui est allée à la police, même que Billy l'aurait pris à la gorge une fois en jokant, enfin en blaguant, et il lui a dit, genre, si tu dis quelque chose, je vais te tuer comme j'ai tué Maura Murray. Je pense qu'il l'a dit en blaguant, mais quand même, là, c'est vraiment bizarre. En plus, si t'es moyennement affecté par la disparition de ton ancienne petite amie, tu fais pas des blagues comme ça. Aussi, la soirée avant la disparition de Maura Murray, Billy aurait fait, on a regardé les appels téléphoniques de Billy, il aurait fait 42 appels, des numéros étranges, mais 42 appels. Billy fait des appels, je sais pas pour vous, mais moi je fais 3-4 appels par jour, des fois 0, des fois le maximum que je peux faire c'est 10 fois la même personne parce que je veux qu'elle me réponde. Mais 42 appels. J'avoue que les messages textes à l'époque, je pense que ça n'existait pas ou c'était pas vraiment connu comme aujourd'hui, mais quand même. Alors qu'il en faisait, lui d'habitude, il en faisait 10 appels par jour, mais là, 42. Le jour de sa disparition, il a fait 53 appels. Et ça, en même temps, s'il sait que sa petite amie est disparue ou quelque chose, c'est normal que tu fasses plus d'appels. Mais Billy avait quand même un bon alibi cette soirée-là parce qu'il était à Oklahoma, dans une autre région. Là. Fait que je pense pas du tout que ça soit lui, malgré que ça serait vraiment le suspect parfait, mais non, je pense pas que ça soit lui. Il y a aussi un homme du nom de Alden Olson. Ça, là... c'est fou. Le jour du 8e anniversaire de la disparition de Maura Murray, il y a un homme qui a publié sur YouTube une vidéo de lui qui riait. Et ça dit « Joyeux anniversaire ». Ça donne froid dans le dos. Et cet homme-là, il a menacé à plusieurs reprises l'auteur James Renner, lui qui a écrit le livre sur Maura Murray. Il l'a menacé même qu'il a trouvé des vidéos du fils l'enfant de James Renner, c'est un petit garçon, je pense qu'il a 8 ans, et il a fait comme un montage vidéo vraiment, vraiment creepy, même que James Renner a porté plainte contre Alden Olson. Mais encore là, lui, il a été enquêté par la police de fond en comble et il veut juste comme faire peur. Il rit comme un peu de toute l'obsession des gens sur Internet pour Maura Murray. Les gens profitent vraiment de l'histoire de Maura Murray pour faire peur. Il y a une autre vidéo. Quand j'ai vu cette vidéo-là, le soir même, j'ai fait des cauchemars. J'ai envie de vous la mettre parce que... je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais les gens profitent vraiment de la sensation Maura Murray comme pour avoir de la visibilité. Regardez ça. Et finalement, je pensais pas l'inclure dans cette vidéo-là. Je l'ai même pas noté ici, mais je viens juste de l'écouter. Je regarde dans les podcasts. C'est fou. OK, écoutez ça. Puis là, ça a comme tout changé ma vision sur l'histoire. On pense que ça serait peut-être un cover-up des policiers. Je pense qu'on fait tous vraiment confiance à la police. Et je ne sais pas si vous avez vu Making a Murderer sur Netflix, mais là, moi, ça m'a vraiment prouvé que finalement, les policiers ne sont pas à faire confiance, surtout dans un petit village comme l'endroit où Maura est disparue. Mais il y a un témoin qui s'appelle Karen. Et en fait, pendant 10 ans, elle ne voulait pas dire son nom. Il l'appelait juste Witness A, donc témoin A, parce qu'elle voulait garder l'anonymat à 100%. Fait que c'était pas comme elle voulait de la visibilité. J'ai écouté le podcast hier sur ça, puis finalement, c'était la première fois qu'elle disait son nom, Karen, qui est une thérapeute, une psychologue pour les gens qui ont des problèmes d'alcool.
Fait que c'est une femme très, comme j'ai écouté, c'est une femme très posée, une femme intelligente. Ça n'a pas l'air d'être une conne, là. Ça a l'air d'une femme avec de l'argent, qui a un bon emploi, une bonne femme, là, dans la cinquantaine. Elle se rappelle très bien de la soirée du 9 février. Elle se rappelle très bien parce que elle avait un rendez-vous avec un patient. Elle habite pas loin de l'endroit où Maura est disparue. Elle avait un rendez-vous avec un patient et il ne s'est jamais présenté. Et elle dit qu'elle attend comme toujours un petit 15 minutes avant de partir. Donc, elle a attendu, tout son timeline est parfait. Elle a attendu 15 minutes, elle a quitté et elle a passé devant l'accident. Elle a dit que l'auto, la Saturne noire, n'était pas du tout accidentée. Elle a dit qu'elle était juste comme dans le sens contraire de la route, comme si elle était stationnée là. Okay? Elle n'a jamais vu un accident. Elle a dit qu'elle était stationnée en sens contraire de la route. Elle a vu une camionnette de police avec les phares allumés devant l'auto. Et elle a vu que c'était l'auto 001. Elle a passé, elle a continué, elle a appelé son père. Puis ils riaient ensemble parce qu'elle disait que la camionnette des policiers l'avait passée 2 fois à côté d'elle, avec les phares allumés. Puis ça l'avait surpris parce qu'elle a dit « Est-ce que je m'arrête? Pourquoi il y a les phares allumés, mais il n'y avait pas la sirène allumée? » Bref, puis après, elle l'a vu en face de l'auto. Et en conduisant, elle a dit qu'elle a eu un sentiment vraiment de peur. Elle dit « Est-ce que je m'arrête pour l'aider? Je fais quoi? » Mais elle dit « Mais non, pourquoi j'ai peur? Les policiers sont là avec la personne accidentée, il n'y a pas de problème. » Puis elle dit « Qu'est-ce que je vais faire? Genre, si je m'arrête pour aider la personne, genre, tassez-vous les policiers, je suis en situation. » Son téléphone n'avait pas de signal parce qu'on se rappelle, l'endroit où Maura a disparu, il n'y a aucun signal pour faire des appels. Donc, elle a continué. Et après, avec le timeline, ils ont su que, bon, mettons, je suis vraiment plus sûre des heures, mais je pense qu'à 7h30, les policiers, bon, ils ont appelé la police, les policiers sont arrivés. Mais elle pense qu'avoir vu cette auto-là comme à 7h, avant l'accident. Puis tous les policiers disent, ben non, l'accident est arrivé genre à 7h30, c'est impossible que tu aies vu une camionnette de police sur les lieux de l'accident. Mais elle a dit, je suis sûre à 100%, tout son timeline et tout, parce qu'elle dit, bon, ça me prend, je sais pas, de mon bureau à l'endroit de l'accident, ça me prend toujours 10 minutes, maximum 15. Puis après, elle a appelé son père à 7h30, 8h. Bref. Fait que c'était sûr que ce qu'elle a vu, elle est sûre à 100% de ce qu'elle a vu, une camionnette sur les lieux de l'accident. Et en plus, en parlant aux policiers, les policiers ont dit « Mais non, il n'y avait pas de camionnette. La camionnette 001 était hors service cette soirée-là. Elle était stationnée. Personne ne s'en est servi. » Et les policiers qui ont aidé Maura cette soirée-là, ou se sont présentés sur les lieux de l'accident, c'était une auto, une sédan. C'était une auto normale. C'était pas une camionnette. Puis ils disent « Est-ce que tu es sûr que c'est une camionnette? » Puis elle a même dit « I know what a fucking SUV look like. » Genre, je sais ce que j'ai vu, je sais c'est quoi une camionnette. Je suis pas conne, je sais que j'ai vu une camionnette. Fait qu'on pense que peut-être ça serait un cover-up des policiers. Que peut-être, je sais pas, peut-être que ce serait un policier qui lui aurait fait du mal. Parce qu'en plus, le shérif, le policier qui conduisait d'habitude cette auto-là, il a été arrêté, il a été retiré de son poste de policier parce qu'il y avait des problèmes d'alcool et il était sous au travail. Il n'était pas en service cette soirée-là, mais je sais pas. Je sais vraiment pas. Moi, je pense vraiment que ça soit un cover-up des policiers. Il y a quelque chose de louche. Même que le père de Maura Murray, lui aussi, croit que les policiers, ils ont, pas qu'il l'ait tué, mais qu'ils aient juste fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont mal écrit leur rapport ou ils voulaient protéger peut-être le shérif qui a été arrêté parce qu'il était sous. Je sais pas. Mais moi, je pense que les policiers sont impliqués dans cette affaire-là. Et pourquoi je pense que c'est pas le père de Maura Murray qui a à voir avec cette histoire-là? Parce que lui, il fait tout en son possible pour inclure le FBI là-dedans. Le FBI, au début, il était impliqué dans cette histoire-là, puis après, ils se sont retirés parce qu'ils ont dit bon, on n'a pas d'affaire dans cette histoire-là, c'est vraiment juste une disparition quelconque. On ne pense pas qu'il y ait un crime relié à ça. Mais vu que le père ne fait pas confiance aux policiers de sa ville, qui ne font rien pour aider, ils ont perdu des éléments, ils ont perdu des preuves, bref, lui, il veut vraiment impliquer le FBI là-dedans. Même qu'il y a une pétition, regardez dans la bande info, allez signer cette pétition-là pour que le FBI s'implique dans cette histoire-là, qui est peut-être, on va avoir une réponse à nos questionnements un jour. Moi, je pense que si le FBI aide à la cause, ça va vraiment faire avancer les choses beaucoup
plus. Donc la vidéo est vraiment déjà très longue. Juste vous dire, les Québécois, gardez l'œil ouvert. Si vous voyez Maura Murray, ça se pourrait qu'elle soit encore en vie au Québec. Mais comme j'ai dit, comme tous les experts qui ont étudié ce cas-là, je pense vraiment qu'elle est décédée. Je pense pas qu'elle se soit suicidée parce qu'après 12 ans, on aurait retrouvé le corps qui a été fouillé là, des journées de temps, des mois, avec des hélicoptères, des chiens. Je pense qu'on aurait retrouvé Maura Murray. Fait que peut-être que quelqu'un l'aurait embarqué dans son auto et l'aurait tué. J'espère que vous avez aimé. S'il y a d'autres informations qui voient le jour, c'est sûr que je vais vous faire un update. Si je vois après des informations que j'ai oublié d'inclure, que merde, j'ai oublié d'inclure ça, puis je vais peut-être faire une vidéo, une troisième partie. Mais dites pas, oui, je veux une troisième partie parce que je pense pas en faire une éventuellement, juste s'il y a des trucs que j'ai oubliés. Je sais pas si vous pensez ça, mais les deux théories, qu'elle soit morte ou qu'elle soit en vie, sont vraiment plausibles. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I judge you too. 'Cause I got